C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire d'IPC, voilà, sur les matériaux composites et des nouvelles technologies pour le secteur des composites. L'idée de ce webinaire, c'est qu'il s'inscrit vraiment en fait, dans la philosophie ou la raison d'être d'IPC, qui est de faire du transfert de technologie, hein, au sein des entreprises de la filière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant deux technologies particulières. Il y a la technologie Fast Track, qui est une nouvelle approche dans la transformation des matériaux, des composites thermoplastiques, et notamment ce qu'on appelle des organochites, hein. Donc l'idée, voilà, donc là il y aura Damien qui va intervenir sur le sujet. Et puis le deuxième sujet qu'on va présenter, il est plutôt lié qui va être présenté par Lionel Tanchine. C'est en fait, c'est lié à la fonctionnalisation des matériaux composites et notamment de ramener des fonctions plutôt électriques, on va dire, voilà, notamment la notion de touche capacitive. Donc il vous expliquera tout ça. Et donc l'idée, voilà, c'est à la fois de produire différemment des produits composites en thermoplastique et en même temps de pouvoir ramener de la fonctionnalisation sur ce type de matériaux. Donc voilà, donc aujourd'hui, ces technologies qu'on va vous présenter, pour info, elles sont issues de projets de recherche. Donc, elles ont un certain niveau de maturité, hein, suite aux travaux qu'a fait IPC sur ces sujets-là. Il y a encore des choses à mettre en place pour qu'elles aillent vers l'industrialisation. On est proche de l'industrialisation. On a quand même des exemples plus que des concepts voilà, de produits, hein. On a vraiment des exemples qui fonctionnent. Donc voilà, l'idée c'est qu'aussi, nous, on puisse vous donner accès à l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir présenter les technologies, vous donner accès à ces technologies-là pour l'industrialiser, l'avoir chez vous, sachant que voilà, c'est pour ça que je tempère en disant que c'est issu des projets de recherche, c'est quand même il y aura un minimum de travaux à faire encore pour pouvoir intégrer ces deux technologies-là au niveau de votre entreprise. Voilà. Donc c'est un peu le contexte. On a prévu donc deux temps de partage. Premier sur la technologie Fast Track, hein, qui est une technologie brevetée par IPC, et l'autre, ça sera sur la fonctionnalisation des pièces composites, notamment avec les touches capacitives. Donc, il y aura les deux temps. Il y aura des petits questionnaires aussi entre les deux interventions pour vous faire un petit sondage et remonter vos besoins et votre intérêt par rapport à ce qui aura été présenté. Et puis, on aura un grand temps de partage et de discussion à la fin. Donc, je laisse la main à Damien. Merci Yves. Bonjour à tous. Donc Lionel, je te laisse, je t'indiquerai quand changer de slide, hein, s'il te plaît. Oui, très bien. Euh, Effectivement, je vais parler donc d'une technologie Fast Track si tu peux changer la slide, Lionel. Voilà, parfait. Donc d'une certaine manière, c'est un procédé qui permet de transformer très rapidement les composites à matrice thermoplastique. Donc comme l'a dit Yves, c'est une technologie qui est brevetée et on le verra au fur et à mesure des différentes slides. Présente à chaque étape de transformation de réels avantages par rapport à des procédés qui pourraient être un peu concurrents. Et ce qu'on va identifier le plus, c'est la réduction des coûts, la réduction des émissions de CO2 à isomasse transformée. Et on va observer finalement que cette technologie-là permet d'améliorer la productivité. C'est un procédé qui est plutôt flexible en termes de matériaux utilisés et qui présente une très grande durabilité. Donc, comme l'a dit Yves, en fait, cette technologie, on l'a maturée depuis quelques années à IPC, on l'a brevetée et aujourd'hui, on l'estime comme étant suffisamment mature et transférable pour aller finalement compléter le panel de procédés de transformation des composites thermoplastiques dans l'industrie. Changement de slide, s'il te plaît, Lionel. Donc là, en fait, dans la continuité, je vais vous détailler le principe du procédé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la matière d'entrée, c'est des tissus souples, une matière souple et non consolidée, donc qui va permettre je le dirai après, mais une très grande flexibilité dans les empilements et dans les typologies de matière en entrée. Et en fait, ces matières, ces plis, on va venir les draper entre deux sous-outillages, deux coquilles métalliques qu'on appellera flasques dans la suite de la présentation. Donc c'est un drapage qui se fait à froid
et finalement, les matières ainsi positionnées entre les flasques vont pouvoir être convoyées à chacune des étapes du procédé. Et en fait, dans cette première étape, une fois qu'on a empilé les différents plis qui nous intéressent, au plus près finalement du bord pièce fini, j'y reviendrai, on va fermer les flasques. On peut les fermer mécaniquement et ou par le vide, afin de limiter l'oxydation de certaines pièces. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir donc installer ce système dans une presse. Et là, je le rappellerai aussi, finalement, là, on va se servir que d'une seule presse au niveau de ce procédé-là. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des premiers avantages, c'est utiliser qu'une seule pièce et puis d'être avoir à disposition encore une fois un très large panel de matériaux et de vraiment se rapprocher de la définition des composites finalement, de dire qu'on va mettre les plis là où il y a l'effort et on va mettre le juste ce qu'il faut à façon au regard de notre cahier des charges. On peut changer de slide. Ensuite, donc, quand le système est verrouillé, hein, que les plis sont à l'intérieur des flasques et qu'on a installé ça dans notre presse, on l'a installé finalement dans un moule qui peut être thermorégulé. On verra après que ce moule est assez unique. Et en fait, on va appliquer une certaine pression pour vraiment parfaire le positionnement des tissus dans l'outillage. Qui plus est, avec le vide, on peut avoir la possibilité de verrouiller encore un peu plus le positionnement des tissus. Et voilà, donc là, notre système, il est prêt à être, le composite est prêt à être transformé. Et donc, j'insiste, on va vraiment se servir de cette seule presse et de ce seul outillage pour à la fois servir de préchauffe, parce que là, on est dans un système aussi, on va pouvoir préchauffer le composite, et il va servir également de refroidissement lorsque on aura passé l'étape numéro 3. Donc, en étape 4, on verra qu'on reviendra dans cet outillage et dans cette presse unique. Voilà. Lionel, on peut continuer. Donc, une fois qu'on a finalement fait la préchauffe, hein, l'objectif est de gagner quelques degrés par rapport à l'ambiante et la température d'exposition à laquelle on va positionner les flasques avec la matière à l'intérieur sous un four infrarouge. Donc, c'est l'objectif de cette étape 3. La préchauffe, c'est vraiment un gain de temps par rapport à cette étape de transfert sous four infrarouge où là, l'objectif, c'est bien sûr, c'est de monter en fusion la matrice thermoplastique qui compose les plis. Donc, on a une montée en température qui se fait très rapidement puisque la matière qui constitue les flasques, c'est une matière thermoconductive avec des traitements de surface qui permettent d'améliorer l'échange thermique entre le four infrarouge et la matière. Et même si là, l'exemple qui est schématisé en haut et qui est illustré dans les photos, en fait, on a une pièce qui a un fort embouti. Et pour autant, on pourrait s'interroger sur l'homogénéité de la température qui se trouve à l'intérieur de la matière. Et on se rend compte que plus on chauffe, on a fait beaucoup de mesures avec des thermocoupes embarqués, et on se rend compte que plus on chauffe, bien sûr, plus on s'approche de la température de fusion du plastique, plus l'écart qui pourrait exister se limite, et ce, quel que soit la typologie de fibre, qu'on soit sur une fibre réfractaire comme le verre ou plutôt caloporteuse de chaleur comme le carbone, on obtient vraiment une température qui est homogène juste avant d'arriver finalement à la température de fusion de la matrice. Donc en fait, là, on a le système, les plis qui sont maintenus, soit mécaniquement, soit accompagnés du vide dans les flasques, et là, ils sont à l'état de fusion. Donc ce que je voudrais juste mettre en parallèle, c'est que cette phase de chauffe, comme dans toute finalement étape de chauffe dans les process composites, c'est une étape qui va être la plus longue au niveau du process. Et du coup, l'avantage d'avoir une seule presse, c'est qu'avec deux jeux de flasques, finalement, pendant qu'il y a ce système de chauffe, on peut également préparer en parallèle une seconde pièce à produire. On peut envisager un système de carrousel qui permettrait de, pendant que j'ai une pièce qui est en chauffe, l'autre est en train d'être préparée, voire même d'être préchauffée. Et lorsque celle-ci, on va passer à l'étape 4, passe en refroidissement, eh bien, la deuxième qu'on a préparée passe en chauffe. Et on se tourne comme ça avec un système donc, qui permet de combler les temps masqués. Lionel, on peut poursuivre, s'il te plaît. Et enfin, donc, lorsque la matière est arrivée à la fusion, bien sûr, on va la refroidir. Donc là, on va repositionner les flasques dans le moule initial, dont on aura changé la température pendant la phase IR, on va dire. Et là, on va pouvoir appliquer une pression définitive à la pièce, une température de refroidissement qui va nous permettre de démouler la pièce à froid. Donc, quand je dis à froid, c'est en dessous de 60 degrés. Donc, on va dire dans des conditions de sécurité qui soient assez optimales, à la fois pour l'opérateur et aussi pour la forme de la pièce. C'est-à-dire que là, globalement, on peut la démouler en dessous de sa TG, donc avec une tenue géométrique qui est pérenne. En fait. On n'a pas à utiliser de conformateur particulier pour qu'elle gagne encore des degrés de refroidissement euh, et ce en limitant donc les risques de déformation. Euh, donc là, on est vraiment sur un système qui est assez versatile, encore une fois,
par la typologie de matière qu'on va pouvoir imbriquer, le fait d'avoir une polyvalence et de pouvoir préparer une deuxième pièce alors qu'il y en a une qui est en train d'être produite, et avoir avec un démoulage une géométrie de pièce qui est globalement très maîtrisée. Et je tiens à souligner aussi que le fait d'avoir la possibilité de découper, enfin de partir de matières premières souples, ça permet d'utiliser des gabarits, de couper les différents plis au plus près de de leur mise en forme dans la flasque, et ainsi de limiter les taux de chute. On va voir qu'on a des gains de matière, des gains économiques au niveau de la matière, et ainsi à limiter les opérations de parachèvement avec des pièces finalement en near net shape lors du démoulage. Lionel, nous pouvons poursuivre s'il te plaît. Donc je vais resynthétiser un petit peu ces éléments. Donc voilà, matière souple, large gamme de produits, de flexibilité d'empilement. On a transformé, on le verra après dans les illustrations, du serger, euh, du satin, du taffetas aussi. On peut mixer finalement les empilements. À partir du moment où on a isomatière plastique, isomatrice, on peut voilà s'amuser dans les empilements. Donc je le disais, on a une réduction des coûts globales par rapport en référence à un procédé comme l'estampage d'environ 40% sur la matière qu'on a transformée, donc qui était des produits à base de matrice PPS, et une réduction des consommations matière d'environ 15% au regard justement des pertes qui pourraient être occasionnées lorsqu'on a transformé des composites via l'estampage. À partir de, je rappelle, les matières premières en estampage, ce sont une plaque consolidée, dont on ne choisit pas forcément l'empilement en détail et dont finalement la préparation des éléments à estamper nécessite des surlongueurs qui représentent des pertes matières. On a une capacité d'intégrer des fonctions, donc on va le voir dans les illustrations ensuite, c'est donc limiter le post-traitement d'une certaine manière. Il y a différents types de fonctions qu'on peut intégrer justement dans ce process grâce au fait, encore une fois, qu'on empile des couches différentes et à façon. On a une réduction des empreintes environnementales, donc nous on s'est intéressé aussi à Isomass transformé à la consommation, à l'impact environnemental finalement de notre système. On a aujourd'hui des certitudes sur la partie CO2. Pour avoir une vue exhaustive des impacts environnementaux, il faudrait que bien sûr on en étudie 15 autres précisément pour avoir une vue objective sur la partie environnementale, mais en tout cas sur la partie CO2, qui est une partie qui est très challengée aujourd'hui, on a une réponse qui est plutôt positive par rapport à ça. Et ensuite, la pièce démoulée à froid, Near Net Shape, j'en ai parlé juste avant. Lionel, on peut poursuivre, s'il te plaît. Donc voilà, en termes d'illustration, donc j'ai deux slides par rapport à ça. Donc c'est pour vous montrer la diversité de matières. Quand j'entends matière, j'entends présentation commerciale, j'entends matrice, donc des matrices, on va dire communes, des matrices techniques et des matrices haute performance. Voilà, donc on remarquera donc si on va plus loin dans les échanges, mais que finalement les pièces PPS, on a fait des essais avec et sans vide et on se rend bien compte qu'on limite considérablement l'oxydation du PPS en l'occurrence. Donc ça vient s'inscrire dans la durabilité de la pièce et dans la santé matière. Dans la slide suivante, on va pouvoir avoir en visu donc des intégrations de fonctions. Donc à gauche, dans une pièce en verre PET, on a intégré un tag RFID. Donc malgré la montée en température que nécessite le PET, on a un maintien de la fonctionnalité du tag. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout sur des applications qu'on pourrait envisager sur l'intégration de traçabilité des pièces. L'intégration de grillage de bronze également, puisque c'est des besoins qui sont présents dans l'industrie aéronautique et pas que. Et ensuite, l'intégration de films décoratifs. Donc là, c'est un film qui a directement été mis dans les empilements. On pourrait aussi envisager d'avoir une coque thermoformée qu'on vient ajouter dans la flasque avant de mettre nos empilements de plis, afin de, voilà, de démolir une pièce qui soit à notre convenance en termes de finition. Dans la slide suivante. Donc là, on va plutôt regarder les applications potentielles par marché. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pièces dans l'automobile qui sont faites en composite et en fait on se rend compte aussi que au regard des objectifs qui sont présents dans l'automobile en termes de quantité de pièces ou on va dire le volume ou la masse de voitures à recycler, on parle de 85%. L'intérêt en fait de ce process-là, c'est d'envisager la conversion des matières thermodures vers thermoplastique pour une meilleure recyclabilité théorique des produits, puisqu'en fait dans une large gamme de ce qu'on vous a présenté comme matière transformée dans la technologie Fast Track précédemment, il y en a, pour la plupart, on a déjà testé sur notre ligne de recyclage, de compoundage et de recyclage à IPC, la capacité à pouvoir fabriquer un compound à partir de ces matières et ensuite de les réinjecter. Et on a déjà des retours d'expérience par rapport à ça, donc on sait qu'on peut boucler la boucle au-delà finalement de la transformation de ces matières en plastique. Également, dans l'aéronautique, on va pouvoir s'inscrire dans des applications plutôt d'intérieur cabine. Aujourd'hui, voilà,
pas spécialement envie de se positionner sur des pièces structurelles. Pour autant, des coffres, des parties intérieures des mobiliers à la discrétion du fait que la matrice doit être une matrice unifugée. On a la possibilité aussi de transformer, de répondre à ces besoins-là à moindre coût finalement. En mobilité aussi, on va avoir des applications potentielles sur les petites voitures électriques, sur des pièces semi-structurelles de voitures sans permis électriques. C'est un marché qui grandit quand même pas mal, et aussi sur la mobilité vraiment verte là, avec voilà, des accastillages pour différents vélos notamment. La partie transport et logistique de manière générale, avec la conversion là encore de pièces thermodurcissables vers thermoplastique, notamment pour les utilitaires. Je pense à voilà, des airtops, à des casquettes. C'est la slide suivante pour l'illustration. Euh, ça m'apparaît pas. Voilà, merci. Donc sur la conversion de déflecteurs, de rétroviseurs ou de casquettes, de thermodur vers thermoplastique. Donc quand je dis thermodur, ça peut être des procédés conventionnels, même des procédés euh, finalement SMC où on a déjà à disposition une presse qui on pourrait convertir à la technologie fast track. Et enfin, donc, dans le sport et loisirs, donc là, vous verrez, on a beaucoup de pièces qui sont en fibre de carbone. Bon, c'est parce que ça, c'est un gage de qualité et de performance, ça, on n'en doute pas. Pour autant, ça s'inscrit aussi sur des pièces à base de fibres de verre. Là encore, la technologie Fast Track, elle est adaptative sur les fibres, c'est un fait, mais aussi sur les matrices à transformer. Donc, si je récapitule, finalement, l'intérêt de cette techno, et là, donc je vais rabâcher, mais c'est pas grave. Donc, en entrée, nous avons une large gamme de matières premières disponibles et une flexibilité d'empilement. Donc, on est vraiment adaptatif, mettre la matière là où il y a l'effort et juste le nécessaire. La réduction des coûts qui est induite par la technologie au regard de la réduction de consommation d'énergie, matière, etc. On a une réduction d'environ 40% des coûts et une réduction de la consommation matière d'environ 15%. Donc, on s'inscrit quand même dans l'économie de ressources. Et lorsqu'on transfère finalement du thermodure vers le thermoplastique, on s'inscrit dans plus de recyclabilité théorique. Donc, du coup, c'est vrai que ça améliore l'inscription dans une économie circulaire des pièces. On a une capacité à faire de l'intégration de fonctions, soit par des films décoratifs, on l'a vu, soit en limitant le post-traitement, soit en intégrant des fonctions vraiment qui permettent de faire de la traçabilité de pièces, puisqu'aujourd'hui, la traçabilité de pièces, on est quand même sur des produits composites qui ont des très longues durées de vie, et on se rend compte finalement aujourd'hui que ce qui peut limiter aujourd'hui la fin de vie des pièces composites ou plasturgie, c'est l'absence de traçabilité de ces pièces en termes de fabrication, donc de composition, de substances, ou finalement d'application, le degré de pollution qu'elles auraient pu encaisser finalement dans leur phase d'usage. Et du coup, tout ça, cette ignorance-là, limite l'orientation de la fin de vie des pièces et le fait de pouvoir intégrer des systèmes de traçabilité dès la conception, dès la fabrication des pièces, ça permet voilà, d'avoir un historique qui nous permet des orientations objectives avec un maintien de valeur des produits en fin de vie. On peut toujours, sur la partie environnementale, donc limiter l'impact CO2 de 10 à 15% par rapport à un process conventionnel d'estampage. Et enfin, je l'ai rappelé plusieurs fois, la pièce peut être démoulée à froid et near net shape si on a été prudent et précautionneux dans la phase de découpe et de préparation des différents plis qui composent la pièce. Donc voilà, s'il y a un intérêt particulier par rapport à cette technologie, les deux points d'entrée, là, le point d'entrée principal, c'est notre directeur des services relations clients qui a fait notre introduction, Yves. Merci encore Yves. Et puis, voilà, si on a des questions techniques à échanger, il pourra le faire avec moi qui suis finalement l'inventeur de la technologie Fast Track. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que les questions, on les prend à l'issue de la deuxième présentation, hein, c'est ça, Frédéric? Peut-être une difficulté au niveau du sondage. Ce que je propose, c'est qu'on passe directement sur la partie fonctionnalisation. Comme ça, on va pouvoir continuer à échanger sur ces procédés. Allô? Ah, il y a une répartie. Il y a eu un petit bug avec les micros. Pas de problème. Ok. Du coup, est-ce que tu souhaites lancer le sondage dès maintenant? Oui, oui, on va lancer le sondage. Alors, D'accord, j'y vais tout parfait. de suite.
Alors, lancez le sondage. Voici. Êtes-vous, vous, où en êtes-vous sur l'intégration de fonctionnalités dans vos pièces composites? J'ai l'impression qu'il y a un écho. Ok. Donc, on vous invite à voter, évidemment. Donc, voici quelques propositions de réponse. J'utilise déjà des technos de fonctionnalisation. Je manque d'informations sur les technologies disponibles actuellement. Je recherche un partenariat pour co-développer une solution. Le coût de fonctionnalisation est trop élevé pour mes applications ou je n'ai pas de demande du marché actuellement. Voilà, donc vous êtes en train de répondre. Je vous laisse quelques secondes et puis ensuite on laissera la parole à Lionel et puis on prendra les questions à la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage et je te laisse la parole, Lionel. Oui, merci Frédéric. Est-ce que le partage d'écran a rebasculé sur la présentation? C'est tout bon, partage d'écran. Ok, parfait, merci Frédéric. Pour cette deuxième partie de ce webinaire, je vais effectivement vous parler de fonctionnalisation et également d'apport d'une propriété particulière à des pièces composites qui est issue des travaux de recherche de AIPC et qui a conduit de la même manière que pour Fast Track à l'élaboration et au dépôt d'un brevet. Alors, pour resituer un peu d'abord du contexte, le pourquoi les smart composites, l'enjeu, c'est de venir apporter de nouvelles fonctionnalités à ces pièces composites pour augmenter leur performance et les étendre, pour apporter de nouvelles propriétés, et de cette manière-là, augmenter leur valeur ajoutée. De cette manière, ça va les rendre plus compétitifs par rapport à des solutions métalliques, là où on aura déjà un gain en termes d'allègement et de réduction des coûts par la limitation du nombre d'étapes d'assemblage. Le fait de venir apporter des fonctions supplémentaires à nos pièces composites peut leur ouvrir de nouvelles applications pour de nouveaux produits. En termes de fonctionnalités, il y a plusieurs grandes catégories de fonctionnalités qu'on va rechercher pour ces smart composites. La principale étant le suivi de santé matière, ou SHM, qui va permettre de suivre et de contrôler l'intégrité structurelle et mécanique des pièces composites tout au long de leur durée de vie. Et donc ça, c'est un critère important pour pouvoir assurer leur application dans différents secteurs industriels. Une autre typologie de fonctionnalité, ce sont les interfaces homme-machine, où là, on va pouvoir avoir une interaction directe avec l'utilisateur. Enfin, une autre fonctionnalité qui a été aussi mentionnée par Damien tout à l'heure, la traçabilité, pouvoir tracer les pièces composites, pouvoir les retrouver tout au long de leur durée de vie. Vous voyez en bas de la slide quelques démonstrateurs et preuves de concept qui ont été développés ces dernières années par IPC avec l'intégration de différents types de fonctionnalités au sein de pièces composites, avec l'intégration de capteurs, de systèmes chauffants, de systèmes d'éclairage, en couplant différentes méthodes de fonctionnalisation et différents procédés de mise en forme des composites. Plusieurs approches sont possibles pour venir apporter ces nouvelles fonctionnalités aux pièces composites. Elles peuvent se faire soit via la matrice, donc modifier les propriétés de la résine des pièces composites, notamment par l'intégration de charges, par exemple des charges conductrices qui vont apporter la conduction électrique au sein des pièces. Cette fonctionnalisation peut également passer par les renforts, en jouant directement sur les fibres qui constituent les tissus, en utilisant des fibres fonctionnalisées, soit par coating, soit par structuration. Et enfin, on peut également intégrer des composants externes et les mettre à l'intérieur de la structure composite, ce qui se fait déjà classiquement avec des inserts métalliques, mais qui maintenant peut se faire aussi, par exemple, avec des inserts de fabrication additive ou encore en utilisant de l'électronique imprimée. Cette dernière approche étant particulièrement adaptée puisqu'elle permet d'apporter de nombreuses fonctions au sein d'une pièce composite, que ce soit de nouveau pour du SHM,
de l'IHM ou de la traçabilité. Et surtout, cette technologie-là met en œuvre de nombreux matériaux qui offrent un panel très large de possibilités en termes de fonctionnalité, de compatibilité avec le process. Une approche qui nous intéresse particulièrement et qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui se situe à cheval entre la fonctionnalisation du renfort et l'intégration de composants. C'est la broderie sur renfort sec, c'est-à-dire venir broder directement des matériaux pour apporter de la fonctionnalité sur les tissus secs avant leur consolidation et leur intégration dans les pièces composites. Cette approche-là permet d'apporter à la fois des fonctionnalités soit mécaniques, soit électriques, puisqu'on va pouvoir mettre en œuvre de nombreux types de matériaux lors de cette broderie, que ce soit des fils textiles, simplement du fil standard, on va dire coloré pour des applications de décor, mais on va pouvoir également utiliser des fils textiles enduits, notamment de l'induction à argent qui va pouvoir apporter des propriétés de conduction électrique. Cette technologie de broderie permet également de venir fixer sur les renforts des fils métalliques, de nouveau pour des applications de conduction électrique, également des matériaux sous forme de la mèche carbone, de verre, de lin, d'autres types de matériaux encore qu'on va venir déposer et fixer en surface des renforts, et également la possibilité de déposer carrément des composants électroniques et de les connecter électriquement directement dans le procédé de broderie. Alors, il y a de nombreux avantages à cette approche, puisque la broderie permet d'une part une intégration structurelle de ces nouvelles fonctionnalités qu'on apporte au renfort, puisque de cette manière-là, les fonctionnalités sont directement encapsulées dans le matériau et ça les protège ainsi de leur environnement extérieur. Donc, on a de cette manière-là également un gain en robustesse, puisque comme l'intégration se fait pendant la fabrication directement au sein de la pièce composite, on n'a pas besoin d'un post-process qui viendrait endommager la structure par un usinage ou autre. La broderie, elle offre également une grande flexibilité en termes de design. C'est une approche additive qui permet de modifier très facilement et rapidement le design des fonctions que l'on intègre. Elle offre, comme on l'a vu, un large choix en termes de typologie de matériaux, donc des fils, des mèches, des composants électroniques. Et elle permet aussi d'adresser aussi bien des petites séries que des grands volumes, puisqu'on peut très facilement adapter les designs et on fabrique de manière flexible l'ensemble de ces renforts fonctionnalisés. Cette technologie, elle offre aussi un gain en termes de production, puisqu'elle permet de fabriquer des semi-produits fonctionnalisés qui va se faire en amont de la mise en forme et de l'intégration. Donc, elle n'a pas d'impact direct sur le procédé justement de mise en forme et de consolidation du composite. Donc ça va permettre de simplifier la gestion du flux de production de ces smart composites. La compatibilité process est également très importante puisque, de nouveau, on va pouvoir utiliser l'ensemble des procédés de mise en forme des composites pour utiliser ces renforts fonctionnalisés dans des pièces. Donc, à la fois des procédés, on va dire, classiques de type infusion, RTM, mais aussi des procédés plus avancés tels que l'estampage sur moulage. Enfin, l'intérêt également de cette approche, c'est qu'on va pouvoir combiner plusieurs fonctionnalités sur le même renfort, sur le même tissu, pouvoir mettre différentes fonctions et de cette manière-là, profiter au maximum de la flexibilité de la technologie pour optimiser l'intégration et le design des fonctionnalités. On peut aller de cette manière-là jusqu'au développement de systèmes mécatroniques complexes, ce qui va apporter une grande augmentation de valeur ajoutée du produit final. Vous avez ainsi quelques exemples de types de fonctionnalités intégrables par broderie, des éléments qui ont été testés déjà à IPC en termes de traçabilité grâce à de la RFID ou du QR code brodé, ou des systèmes d'éclairage ou de sliders. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on souhaitait vous présenter une fonctionnalité particulière qui est celle de la touche capacitive, donc qui est un système qui permet de venir faire une détection à l'aide d'une modification de capacité électrique d'une zone tactile, ce qu'on va appeler la touche capacitive.
lorsqu'on a l'approche d'un élément conducteur ou non. Souvent, ça va être le doigt d'un utilisateur. Et cet élément-là va créer une modification du champ électrostatique autour de la touche capacitive. Et ça va pouvoir être interprété comme une fonction on-off, donc un interrupteur qui va pouvoir être actionné par l'utilisateur. L'avantage de cette approche-là, de l'intégration de ces touches capacitives, c'est qu'elles permettent de détecter, comme je disais, des éléments qui vont être ou non conducteurs. Donc le plus souvent, la main d'un utilisateur, mais ça va pouvoir être aussi être utilisé pour la détection de différents objets. Et en plus de la fonctionnalité purement on-off d'interrupteur, elle va pouvoir être aussi utilisée sous forme de variateur, puisqu'on va pouvoir avoir une détection à distance. On a également une protection vis-à-vis de l'environnement grâce à cette approche d'intégration de touches capacitives, puisque celle-ci est encapsulée dans la matière de la pièce et donc elle est protégée de toute dégradation. Son interaction est intuitive. Aujourd'hui, on est tous habitués à utiliser des surfaces tactiles, donc c'est très simple pour un utilisateur d'interagir avec ce type de touches capacitives sur des pièces. Et la grande liberté de design, elle découle directement de la technologie de broderie, puisqu'on va pouvoir adapter la géométrie de la touche capacitive en fonction de la géométrie de la pièce finale, et également rajouter des aspects esthétiques si on souhaite donner une forme particulière à cette touche capacitive. Bien sûr, il y a certaines limites, notamment la potentielle présence de capacités parasites qui pourraient limiter la détection de l'activation de la touche capacitive, mais celle-ci, on va pouvoir la gérer grâce à l'adaptation du design et également de l'électronique de pilotage qui est associée. L'intégration de ces touches capacitives dans les pièces composites, eh bien, effectivement, elle peut être réalisée par la technologie de broderie. Elle va se faire du coup en 3 étapes principales. D'une part, une phase de design, on va définir la géométrie à donner à cette touche capacitive en mèche de carbone brodée en fonction des performances qui sont attendues et des contraintes dimensionnelles qu'on a sur la pièce. La technologie ensuite va être de broder réellement cette mèche carbone sur le renfort selon le design qui aura été précédemment choisi, et également y associer l'interconnexion électrique par la broderie d'un fil conducteur qui va pouvoir ensuite être accordé au système de contrôle. Et en 3e étape, la consolidation de ce pli fonctionnalisé, comme je disais, soit avec des procédés traditionnels de type infusion RTM, ou alors des procédés plus avancés tels que l'estampage chamboulage. Et c'est donc cette approche de combinaison de broderie de mèche carbone pour faire une fonction de touche capacitive qui a fait l'objet d'un brevet par IPC. Alors pour illustrer cette fonctionnalité, je vous propose une petite vidéo illustrative qui va vous montrer les principales étapes de fabrication. Donc on utilise pour cela une machine de broderie industrielle dont on dispose à IPC dans le cadre de la plateforme iProd 2. Et une fois que le design a été défini, on va pouvoir broder les différents éléments constitutifs de la touche capacitive, donc les fils conducteurs qui gèrent l'interconnexion des différents éléments. Donc ceux-ci sont brodés directement sur le renfort. Et ensuite, la broderie de la mèche de carbone pour constituer la touche capacitive en elle-même. Et donc, on va suivre ici le design qu'on aura défini précédemment pour faire en sorte qu'on ait exactement la fonction attendue. On va rajouter également différents types de fonctions. Dans le cadre de ce qui est présenté et du démonstrateur ici, on a en plus un élément chauffant, des LED, et les touches capacitives en mèche de carbone permettent de gérer l'éclairage de ces LED. Soit avec une fonction interrupteur, comme on le voit ici, où le déclenchement de la touche capacitive permet de gérer l'allumage successif des LED par intermittence, ou alors la deuxième version où la touche capacitive a un mode plus sous forme de variateur, et donc en fonction de la proximité de la main de l'utilisateur, on va pouvoir éclairer plus ou moins de LED successivement.
Donc tout ça va être contrôlé de manière électronique grâce à un système dédié. Si je repasse sur la présentation, donc pour synthétiser ce démonstrateur, on a pu broder différentes fonctions sur le même renfort, la fonction de touche capacitive, mais aussi l'ajout de d'une fonction d'élément chauffant, les LED qu'on a vu s'allumer dans la vidéo et également des éléments de décor avec le logo IPC. Ce pli, il a été fonctionnalisé par infusion en adaptant le procédé pour assurer le maintien des fonctionnalités électroniques et en particulier dans le cas ici, le fait de venir protéger les zones de connectique puisque autant on va chercher à encapsuler les fonctions de touche capacitive de LED dans le volume de la pièce composite, autant on va vouloir conserver accessibles les fils conducteurs pour brancher au système électronique de contrôle. Celui-ci a été développé dans le cadre de ces démonstrateurs sur un module Arduino et ça c'est évidemment adapté en type selon la fonction finale qui est recherchée et la complexité de cette fonction. La fonctionnalité principale de cette touche capacitive, c'est bien une fonction d'interrupteur sans contact qui va être utilisée pour activer une fonction secondaire qui est idéalement intégrée aussi dans la pièce composite par broderie. Au-delà de cette fonction d'interrupteur, on peut également utiliser, comme je disais, cette touche capacitive sous forme de variateur et utiliser la détection de distance pour faire une détection plus continue de l'activation de la touche capacitive. Et cette fonction principale, elle va être utilisée pour activer une fonction secondaire. Alors, dans l'exemple que l'on a vu de l'éclairage avec des LED, mais ça peut être des éléments plus complexes d'affichage, si on intègre un afficheur dans la pièce composite. Ça peut être des éléments chauffants, par exemple des applications de dégivrage, ou aller jusqu'à des systèmes mécatroniques. On va pouvoir rajouter des éléments de type système piézoélectrique pour pouvoir réaliser des mouvements, des déformations activées par ces touches capacitives. Il existe également des perspectives de développement basées sur cette touche capacitive et en modifiant son architecture et sa géométrie, on peut aller vers le développement de capteurs, notamment capteurs de proximité, capteurs de niveau, qui nécessitent des adaptations aussi du côté du pilotage électronique, mais qui pourront se baser sur la même approche technologique de broderie de mèche de carbone. En termes d'application, on couvre ici un large panel de domaines d'application. Finalement, on couvre quasiment l'ensemble des domaines d'application des matériaux composites, que ce soit effectivement pour gérer l'ouverture de ports dans le cadre du transport ou de l'industrie, l'activation automatique de fonctions dans du mobilier urbain en fonction de la présence d'un usager qui va pouvoir être détecté automatiquement, ou encore le développement de capteurs dans le cadre du médical ou du sport et loisirs pour venir détecter la présence ou, comme sur l'exemple montré sur cette photo, la préhension particulière sur un manche de raquette. Ça, c'est vraiment la compatibilité de cette technologie avec différents types de matériaux qu'on peut mettre en œuvre et différents procédés de mise en forme composite compatibles qui ouvre la porte à des applications sur l'ensemble des secteurs d'application des composites. Donc, pour conclure, cette technologie, c'est un procédé vraiment flexible pour intégrer des touches capacitives dans des pièces composites, basé sur le procédé de broderie de mèche de carbone. Et elle a de nombreux avantages, comme on a pu le voir au cours de cette présentation, en termes d'intégrité structurelle, donc de préservation des performances mécaniques de la pièce composite, de flexibilité de design en termes de géométrie ou de matériaux mis en œuvre, de gestion de la production grâce à ces semi-produits fonctionnalisés qui vont pouvoir être réutilisés par différents procédés de mise en forme,
Ces procédés, ils couvrent l'ensemble des procédés utilisés dans le domaine des composites. Et on a la possibilité, au-delà de la fonctionnalité de touche capacitive, de venir broder d'autres fonctions sur le même renfort et ainsi optimiser la production de ces smart composites. Eh bien, comme Damien, je vous invite, si ces technologies présentes ont un intérêt particulier dans vos propres domaines d'application et que vous souhaitez avoir soit plus d'informations, soit pousser certains de ces développements, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Yves ou moi-même, pour pouvoir échanger davantage sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci Je Lionel. te redonne la main à Yves Ouais. pour la conclusion. Merci Lionel, merci Damien pour. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions qui ont été. Voilà, on essaie de vous amener des éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Alors, pour ceux qui n'ont pas posé de questions encore, en haut à droite de votre écran, ouais, je me trompe pas, c'est bien à droite. Il y a un petit carré, un rectangle avec un petit point d'interrogation dedans. Vous cliquez dessus et en dessous, vous avez la possibilité de poser vos questions. Il y en a qui vont utiliser ce système. Donc, ce que je propose, c'est d'abord, on aborde les sujets, voilà, c'est plutôt l'expertise de Damien à laquelle on va faire appel. Donc, il y a notamment une question par rapport à Fast Track, c'est quelles sont les typologies de matières premières qui sont adressées à cette techno? Est-ce que les matières poudrées, ça fonctionne ou pas? Voilà, c'est le micro, Damien. Merci. En fait, le principal développement de Fast Track s'est fait autour des produits commélés. On a essayé de les poudrer et en fait, la capacité à pouvoir transformer du poudré va dépendre à la fois de la géométrie de la pièce et de la rigidité du pli du produit poudré, parce que les produits poudrés sont globalement un peu plus rigides que les commélés. Donc c'est une affaire de compromis qu'il faut étudier au cas par cas. Ok, merci. Deuxième question, alors c'est toujours lié au projet Fast Track, c'est quelles sont les cadences possibles atteignables avec Fast Track? Alors, je pense par rapport à des procédés traditionnels, hein, notamment sur des pièces de grande dimension, plus de 3 mètres carrés. Déjà, est-ce qu'on peut faire des grandes pièces de ce type-là avec Fast Track? Je pense la question. Et puis, est-ce qu'on améliore par rapport à des procédés standards? Alors, la question est assez, en fait, elle dépend de beaucoup de facteurs. Le premier, c'est ce que j'ai répondu dans le chat, c'est que ça va dépendre des 3 mètres carrés, comment ils sont distribués. Est-ce que c'est une pièce qui est plane ou est-ce que ça va être une pièce qui va être en forme? Ça, c'est la première question à poser. L'épaisseur aussi. Et aussi, puisque ce qu'il faut pas oublier, c'est que la taille de la pièce induit une dimension de flasque qui fait à minima 10 mm d'épaisseur. Donc, si on est sur de l'acier, 2 couches d'acier de 10 mm d'épaisseur, ça fait 20 mm d'épaisseur sur 3 mètres carrés. Après, il faut qu'on ait un système embarqué de convoyage qui soit aussi adapté au poids des flasques. Donc, en fait, c'est à étudier au cas par cas au regard de la forme de la pièce. D'accord. On continue, Fast Track, on a eu pas mal de questions. Donc aujourd'hui, notamment en moulage, lors de la mise en forme des pièces, est-ce qu'on obtient des retours élastiques différents en fonction des matières, des matrices, voilà, est-ce qu'on tient les dimensions qu'on avait prévues? Je pense que c'est ce qui sous-entend cette question-là aussi. Et est-ce que l'impact matière renfort matrice a un impact sur ces retraits ou pas? Ou est-ce que c'est plus sensible sur Fast Track ou pas? En gros, je pense alors, effectivement, nous, les retraits, on n'en a pas noté plus que ça par rapport aux empilements que pourrait prétendre la pièce. Si l'empilement il est équilibré, déséquilibré, puisque des fois, selon la forme de la pièce, c'est le déséquilibre des empilements qui va prédominer sur la forme de la pièce. Et dans ce cas-là, on va avoir un gauchissement de la pièce. Et parfois, la pièce est de telle forme que on a un autoraidissement par la forme et que du coup, ça peut niveler aussi l'hétérogénéité d'empilement. Donc ça, c'est la première réponse. Donc là aussi, c'est la réponse qui sauve dans les composites, ça dépend, c'est au cas par cas. Et la seconde question, c'est lors du démoulage, en fait, à partir du moment où on est sur un refroidissement, un démoulage qui est globalement assez froid, on démoule pas des températures autour de la température de cristallisation de la matrice plastique, comme on le fait en estampage, qui requiert un temps de refroidissement en dehors du moule sur des conformateurs. Là, on ne fait pas, en fait, la matière, à partir du moment où on démoule vers 60 degrés, à partir du moment où la TG de la matrice, et au-dessus finalement de ces 60 degrés-là, on démoule une pièce qui n'aura pas de déformation. Très bien.
Et on va dire, fast track, donc une dernière question, c'est est-ce qu'il y a des opérations, notamment de détourage de la pièce en sortie de moule? C'est vrai que c'est un peu souvent le composite, mais là, est-ce que sur des pièces comme ça, est-ce qu'on est obligé de la reprendre en usinage derrière, ou est-ce qu'elle est déjà, Alors, dimensionnellement, on est déjà conforme? faut, à, de notre côté, nous avons déjà fait l'expérience et en fait, on regarde les pièces qu'on avait fait, des géométries qu'on avait et des plis qu'on avait, un simple ponçage avait suffi à avoir un bord de pièce complètement acceptable. Voilà. D'accord. Je pense que ça doit être aussi en lien. Ouais, oui, notamment, ouais, je pense que c'est toujours en lien avec Fast Track. Alors, je pense, c'est comment le support. Bah voilà, au niveau, comment on doit se présenter le support, les textiles notamment, et est-ce qu'il y a des découpages à prévoir? Est-ce que il faut déjà faire des préformes ou pas? Voilà, c'est un peu Non, l'idée non, pour non, les fonctionner. préformes, non, le pli peut être blanc. Par contre, il faut des gabarits adaptés à chaque couche qu'on va mettre, puisqu'à chaque fois qu'on met une couche, le développé change un peu. Donc, si on va être vraiment fin, si on a 5 couches, il faut 5 gabarits, puisque et avec un ordre de pli bien spécifique, et un gabarit selon l'ordre d'empilement des plis. Ok. Et ça continue donc toujours en lien avec Fast Track. C'est comment on gère les perçages. Est-ce qu'on peut les faire automatiquement avec les deux coques ou pas? Je pense que c'est ça. Ou est-ce qu'il faut faire des reprises post mise en forme? Alors, en fait, ça, ce sera à discuter en direct avec la personne que ça intéresse, puisqu'en fait, à la genèse du process, on souhaitait que le produit soit, enfin, que le système soit monté Ouais. sur presse verticale et horizontale. Donc, en fait, on avait déjà étudié le fait que la matière soit soutenue, sustentée par un système de pivot qui aurait du coup généré un trou dans la pièce. Euh, D'accord. voilà. En fait, c'était mouler le trou plutôt que de percer le trou. C'est un peu ça notre approche. Donc, on peut avoir des éléments de réponse par rapport à ça. Et parce qu'on va aussi aborder des questions sur le sujet, mais euh, pourquoi, alors voilà, projet Fast Track, c'est pourquoi on n'envisage pas des pièces structurelles et que on se limite Alors, à des pièces. pour la Moi, simple et bonne raison, c'est que on n'a pas souhaité enfin, voilà, s'engager sur les performances mécaniques, puisque aujourd'hui, c'est un, si on compare une pièce estampée avec une pièce faite en fast track, on a sur le module, on peut avoir entre 5 et 10% d'écart à la baisse par rapport à une pièce en estampage. On a mis ça sur le fait qu'on était sur un empilement potentiellement manuel et que du coup, ça pouvait limiter la reproductibilité de la performance mécanique. Donc aujourd'hui, ça fait partie des éléments sur lesquels on veut euh, voilà, améliorer nos développements pour cet appel à manifestation d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de certitude par rapport à cette étape-là et qu'on n'a pas voulu s'engager comme présenter Fast Track comme révolutionnaire d'un point de vue mécanique. On est vraiment tourné sur l'intégration de fonctions, la réduction de coûts, la réduction d'impacts environnementaux et une efficience en termes de productivité, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour inscrire la technologie ou la façon de produire dans des pièces concurrentielles pour des très hautes performances mécaniques structurelles. et autre, justement, donc la technologie Fast Track, est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'on peut avoir des, en fait, voilà, est-ce qu'elle est opérationnelle? Elle est opérationnelle, oui. Voilà, mais par contre, aujourd'hui, elle n'est pas chez des industriels, hein. C'est le but de ce Tout webinaire, c'est qu'on à fait, transfère la techno. Donc, je tout à fait. devance Damien sur le sujet. Justement, c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui pour en discuter. Par contre, il est possible, voilà, au niveau de la plateforme qu'on a à Ouais. Laval, de pouvoir, si voilà, ça vous intéresse, travailler, de pouvoir vous montrer comment fonctionne le système. Ça, c'est des choses. Donc après, on peut organiser voilà, des visites, sachant que, alors soit ce courant de l'année, là avant aussi, ou alors il y a on ouvre nos portes à Laval au mois de septembre, donc vous êtes Tout à les fait. bienvenus, vous aurez une communication par rapport à ça, et je pense qu'on pourra mettre en démo cette solution aussi. Ouais. Mais c'est tout à fait possible d'organiser dans un rendez-vous B2B privé, voilà, ce genre de débat. Aujourd'hui, Tout à c'est fait. pas encore, voilà, comme j'ai dit, c'est issu d'un projet de recherche, on a fait maturer, c'est opérationnel, c'est industrialisable. Maintenant, il faut qu'on trouve, voilà, on cherche les industriels qui souhaitent intégrer cette technologie, et c'est le but de ce webinaire de ce jour.
Euh, les modèles économiques, justement, si vous avez des intérêts pour la techno, on pourra en discuter sur le modèle économique, voilà, pour intégrer cette technologie-là en interne. On va essayer de parler aussi un peu parce qu'il y a plein de questions sur Fast Track, mais il y en a d'autres aussi qui sont sur l'aspect touche capacity ou fonctionnalisation. Donc, par rapport à ça, donc c'est pour Lionel. Si on comprend bien un système, ouais, il y a un retour. En fait, il faut forcément broder un élément conducteur sur un élément isolant. C'est-à-dire que les composites carbone ne sont pas accessibles à cette Tout à fait. technologie. Effectivement, si on a un tissu qui est de carbone à la base, il va faire écran au niveau de la détection de la touche capacitive. Donc ça, effectivement, on ne pourra pas assurer un fonctionnement optimal de la touche capacitive dans ce cas-là. Il faudrait ensuite éventuellement creuser des adaptations de design pour essayer de contourner le problème, mais ça va être une des limitations effectivement de la technologie. Ok. Et il y a une deuxième question qui est super pertinente, c'est comment on gère la connexion entre s'il y a plusieurs systèmes brodés sur la même pièce. Oui, et ben c'est un peu le cas Ou au donc système qu'on a carrément, pu voilà, si on voir. fait une pièce avec un système de touche capacitive, comment on la raccorde à un Tout à système fait. Donc, électrique il y a peut-être cette exister, problématique pour la problématique va être de préserver les fils de connexion électrique lors du procédé de mise en forme. Donc, pour ça, on a des solutions adaptées à chacun des types de procédés de mise en forme. On a pu voir l'exemple dans la vidéo, cette pièce faite en infusion. Il a fallu préserver les zones de sortie de ces fils conducteurs en porte-pièce en réalisant des épargnes lors du procédé d'infusion. Et des approches similaires sont possibles également sur les autres procédés de mise en forme, que ce soit de RTM, mais même aussi en estampage sur roulage. On va être capable de venir préserver une zone du renfort pour être sûr de pouvoir récupérer les contacts électriques. Ok. Donc oui, le support de présentation sera bien envoyé à tous les gens. Ouais, il est même disponible normalement. On m'a dit. Oui, c'est pareil. Hein, vous allez en haut à droite sur votre écran et il y a un petit document, voilà, une petite feuille de papier avec un trombone et là vous avez des documents qui sont téléchargeables. Donc le support est directement téléchargeable. On vient de me le dire. Voilà, le modèle économique, on le disait. Donc là c'est à discussion, hein, voilà, en fonction de votre intérêt d'intégrer voilà, s'il y a de la R&D encore à faire pour pouvoir pour faciliter l'intégration de la technologie au sein de une ou l'autre, hein, des deux technologies, ou les deux, au sein de votre entreprise. Donc là, voilà, on est tout à fait ouvert et c'est justement, on pourra en discuter, moi directement avec vous, et puis en même temps, on mettra l'expert du sujet dans la discussion. Donc on reviendra vers vous, on a vos noms et vos intentions, voilà, et votre intérêt par rapport à la technologie. Après, il y a une question, alors ça c'est pour Damien, c'est quelle est la différence avec le TFP par rapport à Fast Track? Je ne connais pas le nom de TFP. Ouais, c'est qu'est-ce qui se cache derrière TFP? TFP sera plutôt le placement de fibres, donc là c'est peut-être plus en lien avec la partie fonctionnalisation, Ah oui, c'est ça. Ouais. puisqu'effectivement le placement de fibres suppose, en tout cas le principe est de venir déposer de manière locale et optimiser des fibres pour pouvoir, souvent c'est pour une application plus mécanique. Donc là, la différence pour l'approche fonctionnalisation, c'est de venir utiliser ça pour une fonction plus électronique, où on va apporter cette fonctionnalité de touche capacitive grâce à ce procédé. Oui, je confirme bien que c'est bien du placement de fibres. Hein. On a eu l'information en même temps. Ouais,
en fait, nous, par rapport à Fast Track, on est plutôt déjà sur des tissus déjà mis en forme et voilà. Et on ne va pas faire placer de la fibre en fonction des besoins. Alors, cela dit Euh, en passant, pour compléter, je pense que ce qu'a présenté Lionel et le côté flexible de la technologie Fast Track permettrait de fabriquer des semi-produits avec la technologie mm, présentée par Lionel pour venir mm. nourrir finalement les technologies mises en œuvre type Fast Track. Ok, après, je vois pas d'autres. Après, ouais, il y a des choses qui ont été mises en avant, mais on reviendra directement vers les personnes, parce que voilà, après le webinaire, je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On relance une dernière petite campagne, s'il y en a qui en ont encore de quelques-unes. On sait jamais. Voilà, mais donc, voilà. Non, je pense qu'on a tout balayé. Je parcours tout. Parce qu'on a deux sujets, il faut jongler. Non, oui, on a répondu aux questions, voilà, qui étaient notamment sur les aspects techniques. C'est ça qu'on a traité en priorité aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous avez, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Autrement, ben, si les questions sont finies, donc nous, on reviendra vers les gens qui ont, voilà, où c'était pas forcément des questions, mais plutôt voilà, des demandes d'échanges et d'informations complémentaires, mais là, je pense qu'on sera plutôt en contexte privé avec vous. Et avec soit Damien, soit Lionel. Et puis voilà. Donc moi, ce que je vous propose, ben, merci à tous de votre écoute, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis on va revenir vers vous et dans un second temps. Et puis ben, je vous souhaite. Je crois qu'il y a une nouvelle question qui vient de tomber. Non, c'est merci. Et puis donc, ben, moi, on va clôturer ce webinaire. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous, merci pour votre attention. Bonne journée, à bientôt, au revoir.